Donc nous allons débuter cette table ronde en prenant finalement comme première question, nous allons parler du recyclage et en particulier une des questions que j'adresse aux différents présentateurs de ce matin, c'est qui doit prévoir finalement le recyclage? Est-ce que c'est l'industriel? Est-ce que c'est l'utilisateur? Quels sont les moyens aujourd'hui qui sont mis en place justement à la fois au niveau des investissements, je dirais en moyens financiers et également au niveau de la recherche sur les problèmes de recyclage? Et doit-on finalement concevoir une nouvelle gamme de matériaux, justement les élaborer, faire des nouveaux designs en fonction des visées en fait, qui touchent toutes les parties recyclage? Qui veut commencer? Le cas de Veralia, pardon. Le recyclage des bouteilles, la démarche a clairement été du producteur, c'est-à-dire que la volonté a été de récupérer au maximum les bouteilles que vous consommez tous les jours pour être capable de les réutiliser dans les fours. Donc là, c'était une volonté. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, vous ne mettiez pas votre bouteille dans un container, vous la rameniez au supermarché et on vous donnait une autre bouteille à la place. Donc, on a cette démarche-là était volontairement une démarche du producteur pour récupérer, en sachant que pour le producteur, quelque part, on l'a vu sur les économies d'énergie, on l'a vu sur les émissions, c'est une démarche qui est entièrement bénéfique au niveau du producteur. Donc aujourd'hui, on voit que la complexité pour le recyclage d'un vitrage est beaucoup plus importante. La complexité pour le recyclage d'un vitrage automobile, comment séparer l'ensemble des composants. Si vous avez déjà regardé un petit peu en détail dans votre voiture comment est fait un vitrage automobile, il y a malheureusement ou heureusement pas que du verre dans le vitrage. Donc la difficulté est vraiment dans la séparation des différents produits et on l'a vu dans les contraintes de qualité qui sont liées. Donc oui, le producteur est l'élément moteur dans ce recyclage, mais le producteur ne peut rien faire seul. Je peux parler un petit peu de l'expérience de Solvay dans le domaine. En réalité, lorsque les prix des terres rares, là, ce que j'ai montré tout à l'heure, sont montés au plafond, là, on a été questionné par quasiment tous nos clients sur la possibilité de recycler les produits de leur production ou de recycler les produits en fin de vie. Et donc on a travaillé sur à peu près toutes les applications de terres rares ou toutes les sources potentielles de terres rares de l'époque. Et on avait comme ça un certain nombre de solutions, tant pour la catalyse que pour les lampes, que pour les aimants, etc. Puis lorsque les prix sont retombés, qu'on est retourné voir nos clients en leur disant ben voilà, ça coûte tant, ceux qui étaient basés sur des terres rares bon marché nous ont dit trop tard, on a trouvé mieux. Donc, en ce qui nous concerne, clairement, ce qui nous a déterminé à mettre en place le recyclage des lampes et puis à travailler avec les fabricants d'aimants, c'est un problème économique. Hein. C'est un problème de besoin pour les utilisateurs de sécuriser leur approvisionnement ou de sécuriser une partie de leur approvisionnement à des coûts économiques. Voilà. Et c'est ce type d'équation qui nous a permis de dire on va dans le recyclage des luminophores, on travaille avec les fabricants d'aimants et on oublie la catalyse, par exemple. Donc, globalement, pour ce qui est des industriels tels que nous, hors analyse économique, rentabilité du recyclage, on ne fait pas. Et de ce point de vue-là, par rapport à votre question, est-ce qu'il y a des incitations des pouvoirs publics? Dans notre cas, il n'y a pas eu d'incitation particulière des pouvoirs publics, clairement. Si on pose la question de façon générale, est-ce qu'il faut travailler sur le recyclage? La réponse peut être que oui. Est-ce que ça concerne les uns ou les autres? Ça concerne tout le monde. Derrière, je suis complètement d'accord, l'équation économique, fonctionnelle, qualité
du produit de recycler et sur la base sur laquelle ça doit se construire. Les politiques publiques sont là pour impulser, pour donner le cadre réglementaire, mais il faut que ça devienne une activité économiquement rentable par elle-même. Et du coup, c'est un compromis entre la facilité et le coût de la logistique. Le recyclage des plastiques est relativement plus facile quelque part. La création de valeur, recycler les plastiques pour les brûler parce qu'ils contiennent autant d'énergie que le pétrole, c'est simple. Mais par contre, ça ne crée pas beaucoup de valeur. Si vous êtes capable de recycler les plastiques pour faire d'autres plastiques, ce qui est techniquement possible, ça crée de la valeur, mais à contrario, c'est compliqué, y compris dans le tri. Et donc, c'est un équilibre dans tout ça. Et dans la chaîne de logistique, très souvent, c'est le facteur le plus difficile. S'installe parce que les ressources naturelles qu'on utilise sont généralement concentrées sur des sites concentrés, et la chaîne logistique, toute l'industrie s'est construite avec sa chaîne logistique autour de cela. Et tandis que dans le recyclage, on est sur une ressource distribuée. Et le poids de la récupération, le tonnage qu'on peut faire et qui va faire la valeur ajoutée, devient très compliqué. Gérer des huiles usagées, on le fait, mais vous n'imaginez pas le nombre de kilomètres de transport de l'huile usagée qu'il faut créer. Donc c'est vraiment la problématique économique qui fait cela. Et puis après, je suis d'accord, on ne peut pas tout faire avec des produits recyclés. Produits recyclés, à cause de toute la chaîne, à cause du fait qu'on fait des systèmes complexes, et plus on fait des systèmes performants, plus ils sont complexes, plus le recyclage devient difficile. Fait qu'on ne peut pas tout fabriquer avec. En même temps, quand on crée une activité nouvelle, j'évoquais tout à l'heure le photovoltaïque, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il se crée une dynamique de création de la chaîne de recyclage en même temps que la croissance de l'activité nouvelle. C'est vraiment frappant. Et du coup, ça concerne le producteur en même temps, au sens où il va tout de suite se poser la question d'intégrer le cycle de vie du produit dans la définition du produit et dans sa complexité. Et ça devient de plus en plus présent. Mais c'est un compromis à nouveau entre la fonction que vous voulez remplir, la meilleure possible, dans le cas du photovoltaïque, c'est le rendement de la cellule, et la possibilité de recyclage, qui généralement va aboutir à des contraintes telles que vous n'allez pas avoir la meilleure fonction possible. Et donc là encore, c'est une analyse économique sur l'ensemble du cycle de vie qui va vous donner l'optimum à un moment donné et qu'il faudra sans cesse revisiter. Mais les acteurs de la production et de la conception deviennent acteurs de la chaîne de recyclage dès le début. C'est ce qui est en train de se passer. Ça, c'est intéressant à voir. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les différentes sociétés que vous dirigez, que vous animez, vous avez des produits qui sont déjà éco-conçus? Ou est-ce que c'est au stade de la recherche? C'est-à-dire qu'ils sont conçus dans... Chez nous, oui. Ce n'est pas la majorité des produits. Et ce n'est pas nécessairement sur la totalité du cycle de vie. On peut avoir des produits éco-conçus pour, comme on vend de l'énergie, l'efficacité énergétique chez notre client. Ce n'est pas la totalité de la chaîne. On a des produits éco-conçus pour la toxicité. C'est vrai de tous les produits de la chimie d'ailleurs aujourd'hui. On regarde dès le début de la recherche comme une des contraintes d'un nouveau produit chimique, son écotoxicité et sa toxicité. De plus en plus, évidemment, à cause des directives REACH, etc., donc on diminue cet aspect-là. Et il y a des produits dans lesquels, c'est vrai dans l'école par exemple, la fin de vie est intégrée dans la conception du produit. L'idéal pour une colle, c'est que ça remplisse la fonction de collage et les fonctions annexes pendant toute la durée de vie du produit et que du jour au lendemain, on arrête d'avoir, on peut décoller et laver la colle. Ça n'existe pas encore, hein. C'est pas comme ça que ça marche. Mais par contre, c'est intégré. Est-ce qu'on est capable de penser à des colles, de parquets, de moquettes, etc., qui, à la fin de la vie, pourront se nettoyer facilement
pour séparer les paramètres. Et ça fait partie dès le début de la conception du produit. Donc ça commence à arriver, mais on ne peut pas tout faire. Oui, dans le domaine, alors je ne vais pas parler spécifiquement des terres rares, plus globalement de Solvay. La méthodologie projet utilisé, projet innovation utilisée, intègre une évaluation de l'éco-conception. Alors, on est sur des produits chimiques, on n'est pas sur des composants, donc bien évidemment, ce n'est pas identique à l'éco-conception d'un composant, mais malgré tout, cet aspect-là est intégré. Et de plus en plus également, on intègre l'analyse du cycle de vie dans les projets innovation. Ceci dit, la vraie éco-conception me paraît être quand même en aval de la chimie, et c'est sur la partie réellement composant, fabrication d'un produit fini que c'est réellement intégré, quoi. Tout à fait, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement la Commission réfléchit beaucoup dans le point de vue européen à la chaîne de recyclage, en sachant que ça n'existe pas le recyclage en tant que tel. Le recyclage de chaque produit est différent. Et la chaîne de valeur qui doit se construire pour chaque matière première est différente. Quand nous parlons de recyclage, nous parlons de toute une série de steps, de pas, qui sont complémentaires et qui ont tous une importance. La collecte, la séparation, les transports, un premier traitement jusqu'au traitement final. Alors, on adoptera un paquet législatif et politique d'ici à la fin de l'année, mais il y a deux choses peut-être pour rebondir sur ce que les collègues de Total et de Solvay ont déjà dit. Il y a pour l'instant peut-être un manque de masse critique des matières premières qui est nécessaire pour que la nouvelle industrie de recyclage puisse vraiment commencer à se développer. Alors, dans ce sens, comment on passe du waste, de la définition des déchets, à la définition des matières premières, ça c'est fondamental. Alors, c'est une des choses qu'on a en tête. On a parlé aussi de l'éco-design, la façon d'essayer de voir de quelle façon, en même temps qu'on devient plus efficient, efficace, on dit en français, non, et énergétique, on le devient aussi du point de vue des matières premières utilisées. Aussi du point de vue de la demande, il faut développer la demande des matières premières secondaires. Et ça, par exemple, on pourrait envisager que les pouvoirs publics, qui sont des gros acheteurs, commencent aussi à mettre dans les public procurement, dans les marchés publics, des demandes des produits recyclés. Et je vous les lance comme ça, tout simplement, comme des idées qui complètent les cadres qui ont déjà été mentionnés. C'est un sujet complexe.